dans ses objectifs, mais elle n'a pas toujours été intégrée à la hauteur de son importance. L'OMS a ainsi développé et continué à réfléchir sur ces questions de santé urbaine, développé le concept de santé urbaine, qui met en avant différents facteurs influençant l'état de santé de la population. La gouvernance urbaine, les caractéristiques de la population, l'environnement, de façon large, les services de santé, et bien sûr la sécurité alimentaire, on voit bien aujourd'hui avec l'origine du Covid. L'OMS donc souligne le rôle important de la planification urbaine, des conditions de vie en ville et de la résilience urbaine pour faire face aux problématiques rencontrées dans les villes, parmi d'autres solutions bien évidemment. En France, le plan national santé-environnement et ses déclinaisons, les plans régionaux santé-environnement, c'est la diapo suivante, ont permis d'engager au niveau local des actions et des réflexions pour prendre en compte les effets de l'environnement sur la santé dans tous les développements et les dynamiques urbaines. Le concept d'urbanisme favorable à la santé s'est ainsi progressivement implanté en France, notamment à travers les travaux de l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique, qui a porté le développement de ce concept à travers 2 guides publiés, d'abord à destination des agences régionales de santé, mais aujourd'hui aussi destinés à l'ensemble des aménageurs. Ce concept donc d'urbanisme favorable à la santé vise à ce que les aménagements et les aménageurs prennent en compte de plus en plus la promotion de la santé et le bien-être des populations, tout en respectant bien sûr les piliers du développement durable. C'est donc un urbanisme qui est à la croisée des enjeux de santé publique que l'on rencontre aujourd'hui en France, des enjeux du changement climatique et bien sûr les enjeux de l'urbanisation. Cet urbanisme favorable à la santé répond donc aux besoins et aux attentes de l'urbanisme durable, mais aussi aux enjeux de santé environnementale auxquels aujourd'hui on fait face. Dans ce contexte, diapo suivante, dans ce contexte de relations donc déjà existantes entre santé, environnement et urbanisme, est arrivée donc l'épidémie de Covid-19, qui est venue interroger encore davantage les liens entre urbanisme et les dynamiques de santé environnementale déjà existantes. Il paraît ainsi intéressant d'interroger la possibilité d'un nouvel hygiénisme urbain. On a vu que face aux épidémies et aux épisodes historiques, on a développé cet hygiénisme. Pourquoi pas développer un nouvel hygiénisme urbain, c'est porté par certains géographes notamment, qui permettrait donc d'accélérer les changements déjà engagés avant l'épidémie de Covid-19. Les solutions apportées par l'urbanisme pour lutter contre les épidémies peuvent ainsi rejoindre les nécessaires changements urbains pour lutter contre les problématiques de santé environnementale. Elles peuvent les dynamiser et les accélérer. Bien sûr, ces changements, on en a parlé au tout début de cet après-midi, ces changements vont aussi questionner de façon très rapide nos modes de vie. Et ici, juste 2 photos pour vous illustrer les aménagements de pistes cyclables qui sont apparus avec cet urbanisme tactique qui est apparu à la fin du premier confinement, et les premiers conflits qui sont nés à Lyon autour de ces coronapistes, avec ici une banderole qui a été dressée le long d'une coronapiste qui dit donc les modes doux nous rendent la vie dure. Donc qui atteste déjà de premières contestations et de difficultés à changer certains modes de vie. En tout cas, il paraît intéressant de saisir tout de même cette situation sanitaire pour faire converger les adaptations urbaines aux différents besoins sanitaires et répondre aux différents enjeux de santé actuels. Faire face à l'épidémie de façon assez rapide, dans un temps court, mais aussi continuer à faire face aux maladies chroniques et bien sûr aux enjeux de santé mentale et de bien-être auxquels la ville est confrontée sur du long terme. Très bien. Merci Geoffrey. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup Geoffrey. En ce qui me concerne, donc, pour appuyer un petit peu et conforter surtout les décisions de changement et de transition urbaine future, eh bien aujourd'hui vous avez différentes études qui essaient de démontrer l'effet de certaines variables environnementales sur la propagation du virus à différents échelons territoriaux. Donc en effet, vous avez des travaux, des études très solides publiées dans des revues scientifiques qui essayent d'établir le lien direct, un lien de corrélation assez fort entre la pollution de l'air
et la propagation du Covid-19. Donc cette corrélation est effectivement prouvée au niveau régional, particulièrement en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique, dans les travaux de Poser de novembre 2020. Vous avez également une étude de Wu et Berman qui vont plutôt étudier le cas des États-Unis, qui essayent de démontrer un effet de corrélation très fort aussi entre la pollution de l'air et le taux de mortalité lié au Covid-19. Vous avez également à l'échelle plutôt communale pour les municipalités allemandes avec l'étude de Kohl qui est ici. Vous avez également l'étude de Zhu qui va plutôt démontrer une relation de court terme, une relation de corrélation de court terme pour le cas de la Chine. Et ensuite, vous avez bien évidemment l'étude de Yaron qui va plutôt s'intéresser aux différents polluants qui peuvent avoir un effet directement sur la propagation du virus ou du taux de mortalité. Donc, au vu des différentes études que justement Myriam a présentées précédemment, il y a une question vraiment qui semble très importante et auquel on peut se poser, est alors de savoir s'il y a vraiment un lien qui existe entre l'environnement, via notamment les études de la pollution de l'air, le taux d'incidence de la Covid-19, le taux de mortalité, mais également toutes les questions qui peuvent être attrait à la densité urbaine. Et à première vue, quand on regarde les différentes cartes qui vous sont présentées devant vous, donc c'est une analyse cartographique, il semblerait quand même très clairement que les endroits qui sont davantage pollués, la carte au centre de la diapositive, avec l'étude des émissions de particules fines, et les endroits denses en termes de population semblent subir une incidence et une propagation de la pandémie plus importante. On observe clairement ici le couloir rhodanien, très dense en termes de population et de pollution, ainsi que tout le pourtour bien évidemment de l'Île-de-France, mais également des Hauts-de-France, et on observe également que dans ces territoires que je viens de citer, on a un taux d'incidence qui est bien plus important. Taux d'incidence, je le rappelle, c'est on mesure le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. Et donc ces premières observations, avec une simple analyse cartographique, si vous voulez, elles nous mènent à un raisonnement plus économique et académique, où l'on cherche à s'interroger et à prouver un lien, justement, d'une manière plus concrète que par une analyse cartographique. Et donc, une des premières études qu'on a décidé de mettre en place, c'est une étude d'analyse spatiale. Donc, analyse spatiale, ça va être le calcul d'un indice, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une statistique LISA qui découle d'un indice de Morand, donc c'est assez mathématique. Je ne vais pas vous présenter le modèle mathématique qui est derrière, je vais juste vous expliquer clairement que c'est une statistique qui vous permet de montrer s'il y a de l'autocorrélation spatiale dans un phénomène. Alors, qu'est-ce que l'autocorrélation spatiale? Ici, c'est assez simple. L'autocorrélation spatiale, elle permet d'observer s'il y a un lien spatial entre les territoires observés et la variable à laquelle on s'intéresse. Autrement dit, je vais être capable, si je choisis un territoire à un niveau régional et j'observe le PIB, par exemple, de l'Île-de-France, je vais être capable de faire un lien entre le PIB de l'Île-de-France et le PIB des régions voisines, Et donc, il y aura un lien positif ou négatif. Vous l'avez compris, si ce lien il est positif, ça veut dire très clairement qu'on a tendance à observer un PIB dans l'Île-de-France avec un PIB de ses régions voisines qui est élevé, et à l'inverse, quand ce lien est négatif, on va observer un PIB élevé dans une région, entouré par des régions où le PIB est faible. Et donc vous avez bien compris que cette statistique, elle permet alors de vérifier la proximité spatiale d'un phénomène, mais également la ressemblance ou la dissemblance des variables qu'on observe. Et donc vous avez compris où on veut venir, c'est qu'on va essayer d'observer le taux de mortalité lié à la Covid-19 et le taux d'incidence avec des variables environnementales qui sont le taux de particules fines et la pollution au dioxyde d'azote. Et donc une fois qu'on calcule ces différentes statistiques, on peut les représenter sur des cartographies. On va voir sur la slide d'après. Donc il y a 3 cartes différentes pour cette première diapo. Vous avez une carte, la première à gauche, qui concerne les particules fines, une carte au centre qui concerne le dioxyde d'azote, et une carte sur la droite qui s'intéresse au nombre de décès pour 1000 habitants liés à la Covid-19. Donc ces statistiques, elles sont calculées et on peut les représenter. Vous avez compris, si le département est en rouge, ça veut dire que c'est un département où la valeur qu'on observe est élevée et on est entouré de valeurs élevées. À l'inverse, quand c'est bleu, c'est que la valeur qu'on observe, elle est faible et les départements qui sont autour sont également faibles. Et ensuite, on a l'autre pendant qui est soit je suis un département fort entouré de faibles, soit je suis un département faible entouré de forts. Et on remarque ici à première vue un espèce de cluster dans le territoire du nord-est de la France qui part un peu de l'Île-de-France, Hauts-de-France et la région de Grand Est,
où on observe qu'il y a un lien entre les différentes régions qui sont polluées et le taux de mortalité qui semble assez élevé. En revanche, lorsqu'on s'intéresse plus précisément à l'arc méditerranéen et également à l'axe Marseille-Lyon, on s'aperçoit qu'on a des taux de pollution qui sont assez élevés, ou du moins des départements où la pollution semble élevée. En revanche, quand on s'intéresse au lien spatial sur le nombre de décès, la liaison et ce lien il est beaucoup moins évident. Et donc, on a déjà une première estimation qui permet déjà de dire que la tension, la pollution de l'air et le nombre de mortalité, il y a un lien, mais il est assez mitigé. Et l'intérêt, ça va être justement de regarder, après ce taux de mortalité, ce même impact avec ce taux d'incidence. Donc le taux d'incidence, hein, je répète, c'est le nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants. Et je redonne la parole à Myriam. Absolument, merci beaucoup Geoffrey. Donc là, on va parler... T'as pas le micro, Myriam. Oui. Pardon, merci beaucoup Geoffrey. Donc là on va parler, on ne traite plus le taux de mortalité maintenant sur cette cartographie, on va plutôt traiter le taux d'incidence, c'est-à-dire le taux de propagation, le taux de contamination, ou plutôt la rapidité de diffusion du virus dans les différents départements français. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on observe ici? On observe effectivement une relation qui est plus claire que plutôt que dans le taux de mortalité. Donc vous avez des clusters en Île-de-France, surtout à Paris et région parisienne, des Hauts-de-France, du Grand Est qui sont bien corrélés avec les départements où le taux d'incidence est élevé. À la différence du taux de mortalité, l'axe Marseille-Lyon est très clairement représenté lorsqu'on parle du taux d'incidence. Donc on observe de nombreux départements au taux d'incidence élevé, ce qui est en rouge, qui sont entourés de départements qui ont également un taux d'incidence élevé aussi. D'accord? Donc ici, à un échelon départemental, il semblerait qu'il y aurait un lien de causalité plus ou moins marqué en fonction de la zone géographique. Donc ce lien est d'autant plus fort lorsqu'on s'intéresse au taux d'incidence plutôt qu'au taux de mortalité, et un taux qui semble être très élevé dans les départements qui sont les plus pollués. Donc pour conclure, alors effectivement, on peut supposer que la pollution de l'air impacte davantage la propagation du virus plutôt que le taux de mortalité. Les particules contribuent à la propagation du virus en France, où les aérosols seraient un milieu qui est favorable à la survie et à son transport dans l'air. Cette pollution fragilise les populations les plus vulnérables, ça on le sait. Donc une attention particulière doit être portée sur cette problématique afin de contrôler les émissions liées à la reprise d'activité, afin d'éviter l'impact sur la santé publique. Donc aujourd'hui, on a réussi à démontrer que ma présentation constitue une transition parfaite avec ce qui vient d'être dit. J'ai entendu parler de liens entre la pollution et les contaminations à la Covid. J'ai entendu parler de PNSE3. Sachez que, enfin de PNSE, c'est dans le troisième volet du PNSE3 qui a été introduite la problématique de la mobilité, et notamment des documents d'urbanisme et aussi l'introduction de la problématique mobilité et santé dans dans les documentations de planification d'urbanisme. Donc c'est très intéressant ce que je viens d'entendre, et je vous en remercie. Donc je voulais... Donc je représente aujourd'hui l'Union des transports publics et ferroviaires, qui est l'organisation professionnelle du transport urbain de voyageurs. Urbain parce que, contrairement à l'interurbain, le transport urbain est une compétence qui s'exerce à l'intérieur de ce qu'on va appeler le ressort territorial des autorités organisatrices de mobilité. Il y en a 330 en France qui couvrent 73% de la population. Alors un RTAOM, historiquement, ce que je viens de nommer ressorts territoriaux des autorités organisatrices de mobilité, c'est une communauté d'agglomération, c'est une communauté de communes, c'est une communauté urbaine, c'est une métropole, par exemple. C'est au départ une ville, et avec l'agglomération et les communes qui se sont agrégées au fur et à mesure du temps, j'y reviendrai. Donc le transport urbain, très schématiquement, ce sont les bus dans lesquels on circule debout, ou assis, mais en tous les cas, on peut circuler debout, les métros, les tramways, contrairement au transport non urbain qui utilise des cars dans lesquels on est assis et ceinturé. C'est une petite distinction qui est importante, vous le verrez.
Donc l'UTP représente les entreprises de transport public urbain, les entreprises de transport ferroviaire, qu'elles soient transport de voyageurs comme transport de marchandises, et les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Notre rôle est de faire valoir les intérêts de nos adhérents qui rejoignent souvent l'intérêt général, vous le verrez tout à l'heure. Et l'UTP représente environ 160 entreprises de transport public urbain. Elles peuvent être liées à des grands groupes, Agir, Keolis, RATP, ou elles peuvent être indépendantes, donc des régies, et à ce titre adhérer à une association qui s'appelle l'association Agir. Agir qui regroupe les régies. Alors, l'offre de transport public urbain en France. Donc, comme je vous le disais, il y a 330 ressorts territoriaux des autorités organisatrices de mobilité en France. Elles ne couvrent que 28% du territoire français, donc il faut imaginer des poches sur le territoire français, 330 poches qui recouvrent 28% du territoire, donc globalement autour de villes moyennes, petites ou grandes, avec les communes environnantes. Mais ces 330 ressorts territoriaux regroupent 73% de la population française. Donc vous voyez que ce sont les zones les plus denses. Et donc au total, près de 50 millions d'habitants français. Tous les ans, le transport public urbain, c'est environ 7,4 milliards de voyages réalisés dans les bus, les tramways, les métros. Et dont 46% en province, sachant que je n'ai pas signalé que parmi les 330 RTOM, il y en a un qui est très spécifique, qui ne s'appelle pas tout à fait comme ça, et c'est l'Île-de-France qui constitue à elle seule une autorité de mobilité. Le transport régional, c'est 1,2 milliard de voyages hors TET sur le territoire français par an, pour vous donner quelques éléments de cadrage. Alors, nous avons un observatoire à l'UTP tous les ans, on observe les habitudes de déplacement des Français. Et avant le premier confinement, donc on a interrogé les Français sur leurs habitudes de déplacement, ceux-ci utilisent à 61% régulièrement les transports publics, qu'il s'agisse des bus, des métros ou des trains. Et 60% les voitures personnelles, sachant qu'évidemment on n'est pas là dans les parts ce qu'on appelle les parts modales de transport, dans lesquelles la voiture représente 80% des déplacements des Français par an. Donc là on est, quel mode de transport utilisez-vous régulièrement? Donc même ceux qui utilisent la voiture très régulièrement sont amenés manifestement à utiliser de temps en temps, pour 61% d'entre eux en tous les cas, les transports publics. On voit que les transports, ce que nous on appelle les nouvelles mobilités, ce sont les mobilités, par exemple la trottinette en libre service, les vélos, l'autopartage, le covoiturage, représentent encore des habitudes, recouvrent encore des habitudes assez marginales dans les habitudes de déplacement de nos concitoyens. Alors, quel a été l'effet du confinement et de ses suites sur le transport public français? Alors, lors du premier confinement, et ça s'est maintenu après, le gouvernement a demandé au réseau de transport public de maintenir un niveau d'offre, considérant à juste titre que les Français qui étaient ceux qu'on a appelés en première ligne avaient besoin de transport pour se déplacer, pour se rendre, pour le personnel soignant dans les hôpitaux, pour les salariés des magasins sur leur lieu de travail. Donc malgré la hausse substantielle de la pratique du télétravail ou du chômage partiel, l'offre de transport public a été maintenue à 60% en Île-de-France et à 30% dans les autres réseaux urbains, donc en dehors de l'Île-de-France, avec une fréquentation qui était de l'ordre de 5% de la moyenne habituelle à la même période l'année précédente. Après le premier confinement, l'offre est remontée peu à peu jusqu'à revenir à 100% de niveau en septembre, après l'été, avec une fréquentation qui a suivi très lentement. Elle était quand même revenue à 60% en province,
75% même, avant le deuxième confinement. À Paris, on était autour de 60%, enfin en région parisienne, on était autour de 70%. Et là, donc deuxième confinement, on est redescendu en termes de fréquentation à peu près 40% de la fréquentation habituelle. Et elle remonte tout doucement, et notamment depuis la réouverture des commerces dits qui ne sont pas de première nécessité, depuis le week-end d'il y a 10 jours, de mémoire. Donc, vous pouvez constater à l'aune des politiques qui ont été mises en place lors du premier confinement pour le transport public urbain que le transport public est peut-être considéré comme un service de première nécessité puisqu'il a été maintenu dans cette période de crise extrême telle qu'on l'a connue et qu'on la connaît encore. Alors, pour faire revenir ces voyageurs dans le transport public, évidemment, il a fallu rassurer. Le discours ambiant était assez anxiogène. On parlait beaucoup de la contamination dans les transports publics, ce qui est quand même assez contraire à toutes les études qui ont été menées de par le monde sur le taux de contamination dans les transports publics. Santé publique France estime à 0,03% des clusters ceux qui viennent des transports publics. L'Académie d'Oxford arrive à peu près à la même conclusion, et l'Université de Colorado aussi. J'ai choisi de vous citer des organismes d'études qui ne sont pas liés à des grands secteurs du transport ou à des grands acteurs du transport. Donc il me semble que ce sont des sources assez objectives qui montrent que donc ce n'est pas dans les transports publics qu'on attrape le Covid, en tous les cas dans l'immense majorité des cas. Alors, pour autant, évidemment, les transports publics ne sont pas un lieu de contamination privilégié parce que des mesures très fortes ont été mises en place dès le premier confinement. Donc, avec le port du masque obligatoire dans les transports, avec des mesures de mise en place de systèmes de distanciation sociale. Ce sont 11 millions d'autocollants qui ont été développés en moins d'une semaine sur le réseau parisien pour coller sur les sièges, pour coller sur les quais des métros, etc., pour inciter à la distanciation sociale. Pour gérer les flux en temps réel des gares et des stations, on a malheureusement dû fermer des stations parce qu'il y avait trop de monde et que la distanciation sociale ne pouvait pas être garantie. C'était un problème aussi auquel les opérateurs ont dû faire face. La ventilation naturelle a été augmentée de façon substantielle avec le renouvellement de l'air. On était sur une moyenne auparavant dans les TGV de 6 minutes de renouvellement de 100% de l'air. Des TGV, c'est quand même un peu plus que ce qui se passe dans la plupart des salles de classe à l'heure actuelle, enfin je parle de salles de classe parce qu'on est dans une salle de classe, mais dans les locaux actuellement. On est passé donc à une accélération de la ventilation et du renouvellement de l'air. Les opérateurs ont quasiment tous supprimé la vente à bord de billets de bus afin de ne plus toucher la monnaie. Des systèmes de paiement sans contact ont été mis en place de façon très très rapide dans la plupart des réseaux de transport. Ils sont maintenus d'ailleurs parce qu'on voit que les voyageurs apprécient ce système. Et puis des outils d'information en temps réel sur le taux d'occupation dans les véhicules pour pouvoir, pour ceux qui le peuvent, décaler éventuellement leur temps de trajet et prendre les transports quand il y a moins de monde. Alors pourquoi aussi je vais illustrer ça, pourquoi les transports ne sont pas des lieux de contamination privilégiés? On a beaucoup entendu des incompréhensions qui peuvent être légitimes des restaurateurs et des personnes qui travaillent dans les bars sur le fait qu'il y a beaucoup de monde dans les transports et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on fermait les restaurants et les bars. Eh bien tout simplement dans les transports, il y a 95% des voyageurs qui portent le masque et qui ne le retirent pas, ce qui n'est pas le cas dans les restaurants par définition. La durée de contact est beaucoup plus brève.
Les interactions entre les personnes sont beaucoup plus faibles, on discute moins dans les transports. Malheureusement, on peut le déplorer, mais c'est ainsi. On rit moins dans les transports, là encore on le déplore, mais c'est ainsi. Les espaces font beaucoup plus ventilés, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus désinfectés. Ce sont des millions de litres de gel hydroalcoolique qui ont été déversés dans les réseaux de transport et qui sont encore, comme vous le voyez, j'imagine, en sortant d'ici, qui équipent les arrêts de bus. Et l'offre a été maintenue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, malgré le télétravail et les horaires décalés, l'offre a été maintenue à un haut niveau, de façon à ce qu'on puisse garantir une certaine distance entre les voyageurs. Alors, est-ce que ça suffit à rassurer nos voyageurs? Lorsqu'on reprend l'Observatoire des déplacements et qu'on demande aux voyageurs s'ils comptent changer leurs habitudes de déplacement à l'avenir, eh bien oui, mais pour autant 96% utiliseront toujours les transports publics après l'épisode de crise sanitaire. Peut-être quand il y aura du vaccin, peut-être quand la pandémie sera un mauvais souvenir derrière nous, mais pour autant on peut se féliciter que 96% des voyageurs resteront dans le transport public. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de rester dans le transport public? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Je vais juste vous expliquer... Oh là là, je vais vous expliquer comment fonctionne le transport public. Il est financé pour son fonctionnement par 3 ressources à parts égales: les budgets propres des collectivités locales, les voyageurs. Lorsque vous prenez le bus, vous payez un tiers du prix de ce que coûte votre transport, hors investissement, et le versement mobilité, qui est un impôt qui est payé par les employeurs et qui est assis sur la masse salariale des salariés, des employeurs, administration comme entreprise. Les deux dernières sources de financement que je viens d'évoquer ont été grandement mises à mal par la pandémie. 50% de perte de recettes commerciales en 2020, c'est-à-dire plus de 2 milliards d'euros pour la partie voyageurs, et le versement mobilité perdrait, alors ça on n'a pas encore tout à fait l'estimation finale sur 2020, entre 6 et 10%, et donc ça représente environ 1 milliard d'euros. Sachant que ces sources de financement sont quand même été relativement dynamiques au cours des dernières années, notamment le versement mobilité, même s'il n'a pas augmenté autant que, vous voyez la ligne du haut, c'est la surface des RTAOM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à chaque fois qu'une agglomération grandit par l'absorption d'une commune, eh bien, le ressort territorial et le domaine de la compétence mobilité de la collectivité locale grandit. On va pour autant plus souvent dans des zones denses où il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui amènent de contribuer au versement mobilité. C'est pour ça qu'il y a un décrochage que vous voyez sur la slide. Le versement mobilité en Ile-de-France, pour le coup, lui, est beaucoup plus dynamique que le PIB. Je n'ai pas pu mettre en perspective l'augmentation de la surface de l'Île-de-France, parce qu'elle est quand même, par définition, un peu fixe. Je l'ai mis en relation avec le PIB de l'Île-de-France. Le versement mobilité augmente un petit peu plus à cause du taux de versement mobilité qui a été modifié en 2017 pour tenir compte des investissements nécessaires pour le Grand Paris. Du point de vue de la tarification, l'autre source principale de financement, je tenais juste à vous attirer votre attention sur l'indice des prix à la consommation. Là, il y a sur cette courbe l'évolution de l'indice des prix des différents services publics marchands. Ici, c'est l'inflation, et vous voyez que le seul service public dont les prix n'augmentent pas au rythme de l'inflation, c'est le transport public, tandis que les services postaux et l'électricité, par exemple, augmentent de 60% au cours des 20 dernières années, donc très très largement au-dessus de l'inflation. Je termine sur pourquoi le transport public et son modèle économique doit être préservé. On parlait de l'environnement, évidemment. 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Ce n'est pas le transport public qui est à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, loin s'en faut. Il permet à chacun de se déplacer. L'enjeu sociétal qui est devant nous est immense, avec les personnes qui vont avoir de graves difficultés économiques à la suite de la pandémie, ceux qui ont pu perdre leur travail, ceux qui ont été éloignés de l'emploi. Donc il y a un enjeu social qui nous attend qui est énorme. La qualité de vie, on en parlait tout à l'heure, j'ai entendu dans la présentation précédente, la qualité de vie en ville, moins de bruit, moins de congestion.
Le transport public, par ailleurs, offre des emplois stables et non délocalisables. Il stimule l'économie. Pour 1 euro investi dans les transports publics représente 5 euros de bénéfices pour l'économie locale. Et il participe au rayonnement de la France à l'international. Juste pour conclure cette présentation que j'ai faite à toute vitesse, et s'il y a des questions, je serai à votre disposition. Voilà, ce petit dessin illustre beaucoup de ce que nous allons vivre. Je me suis permise de l'emprunter. On a la crise du Covid qui est une grosse vague, mais derrière nous, il y a la récession économique et le changement climatique avec tout ce qui se passe. Et les professionnels de l'immobilier le savent, il va être de plus en plus difficile de vendre des biens dans des zones inondables. Et les événements climatiques extrêmes que nous vivons de plus en plus vont forcément avoir un impact aussi sur vos professions. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Bravo. Comment je reviens? Les toilettes, les fontaines, tout ça, ce sont des services à la marche qui créent des emplois et de l'activité économique. On peut aussi imaginer des systèmes d'information géographique, des choses... voilà. Et donc il y a un apport de la marche, qui est un apport économique qui n'est pas à négliger. Et en plus, de toute façon, la marche, c'est aussi la qualité de l'espace public. Alors actuellement, il y a une grande enquête nationale qui vient d'être lancée par un collectif auquel appartient mon association. Et cette grande enquête nationale, elle est partie il y a quelques jours, et on veut savoir comment les gens ressentent la marche, comment ils considèrent que leurs villes sont marchables, et ça va créer, je suppose, un bon élément d'information et de promotion de la marche. Voilà, et de toute façon, j'arrive à la fin. Voilà, je voulais vous parler du baromètre des villes marchables, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y aura 40 questions, et c'est accessible déjà sur les sites associatifs. Voilà, je suis désolée d'avoir été un peu long. Non, c'est bien, merci Myriam qui... Voilà. Bravo. C'est bon là? Bienvenue, et je rappelle que vous êtes maire adjoint de Cachan, et vous êtes également vice-président de Vélib. Alors, je ne sais pas si vous allez nous parler du vélo ou d'autre chose. Juste pour terminer sur la présentation, excusez-moi monsieur Bénard, de la personne avant vous, de Madame Madès, en l'écoutant, je rappelle que quand nos ancêtres, on a beaucoup parlé d'Haussmann, etc., ont construit Paris, ils ont fait des squares, ce qu'on appelait des squares. Mais une grande partie de ces squares avait pour but d'absorber l'eau de pluie, pour éviter les grandes inondations qui faisaient dégorger les égouts, etc. Donc il faudrait se souvenir que nos ancêtres n'étaient pas des imbéciles, comme sûrement les élus d'aujourd'hui, dont M. Bénard fait partie. Et on va vous écouter. Certains, quand on voit les beaux ouvrages d'Haute Paris que l'on a sur notre ville de Cachan, on voit bien qu'il y avait de l'intelligence déjà à l'époque. Monsieur Bénard, vous avez 20 minutes. Oui, alors j'essaye de mettre la présentation, mais j'avoue que j'y arrive pas avec le système, alors je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Ne comptez pas sur moi. Ne t'inquiète pas, nous l'avons. D'accord. Attends. Nous l'avons. On a votre présentation. Oui. Ah, d'accord. Et vous ne la voyez pas, mais voici Myriam, celle sans qui on ne pourrait rien. Ah, super. Merci beaucoup à vous. Alors, et Vélib, surtout avec la reprise donc du système Vélib au niveau métropolitain, puisque c'est le cas depuis maintenant 2 ans. Je suis par ailleurs vice-président du CIPEREC, qui est un syndicat d'énergie important sur l'Île-de-France, et président du Conseil en architecture, urbanisme et environnement du 94, c'est le CAE 94. Donc, je vous remercie de m'avoir convié pour cette conférence. Pour relater un peu, si j'ai bien compris, enfin à travers l'expertise que je peux avoir sur différents sujets, et en particulier comme élu, la manière dont on a perçu à la fois les effets de la pandémie sur un certain nombre d'éléments en métropole, et la manière dont ça se traduit plus précisément maintenant, et peut-être aussi pour l'avenir. Donc,
cette première diapositive, je l'ai appelée le règne de l'immobilité. C'est ce que nous avons connu avec le confinement pour la quasi-totalité de la population, en dehors d'ailleurs des gens qui assuraient les services publics, en particulier les services publics hospitaliers. Et donc cela a forcé évidemment à une évolution dans un certain nombre de pratiques, hein, comme on le sait, et dans un certain nombre de conceptions par rapport à la manière dont fonctionnent nos villes aujourd'hui. Évolution des activités, est-ce que c'est positif, négatif? Je laisse la question en suspens. Chacun a vu les effets, on en voit encore les effets à l'instant, puisque nous organisons cette conférence en grande partie en ce qu'on appelle en distanciel, et que donc on voit bien que ça a forcément des effets sur la mobilité, puisque nous arrivons à communiquer et à partager un certain nombre d'informations et de communications tout en étant à distance, avec des modes relativement bien maîtrisés en termes d'effectivité. D'ailleurs, je vous remercie de pouvoir mettre ma présentation aux yeux de tout le monde. Est-ce que cela a des effets sur la manière de vivre les choses différemment, sans aucun doute évidemment pour chacun individuellement? On voit bien que la pandémie a des effets sociaux, des effets économiques, des effets psychologiques, et que donc tous ces phénomènes, en particulier le fait qu'on soit cantonné dans un petit périmètre, même si on peut circuler avec maintenant un peu plus de justification et peut-être un petit peu plus facilement, on voit bien que l'essentiel de la règle, c'est au maximum de rester dans une certaine immobilité. Donc tout ça a évidemment des effets sur ce que j'appelle les vecteurs de mobilité, donc évidemment la voiture, les transports en commun et les modes actifs que sont les modes de déplacement piétons, bien sûr, les modes de déplacement vélo, j'y reviendrai, et les engins de déplacement personnel, c'est-à-dire tout ce qui est trottinette, mobilette, trottinette, pardon, et gyropodes et autres joyeusetés. Donc voilà, donc c'est quels sont les effets sur les usages par rapport à ces modes. Quels sont les effets en termes de mobilité, donc du coup, au sein de la métropole, et est-ce que tout ça conduit à se déplacer autrement, à vivre autrement la mobilité au sein de la métropole? Comment ces effets sont induits à la fois sur les transports en commun et sur les autres modes de déplacement? Donc si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui dois passer, non, je ne peux pas recommander. Allô? Oui, c'est bon. Merci. Juste la slide d'avant, s'il vous plaît, parce que là, on a passé trop vite. Merci. Boulot, dodo, sans métro. En effet, c'est ce que l'on a vécu en mars pour le plus grand nombre, c'est-à-dire une diminution brutale de la fréquentation des modes de déplacement, évidemment automobile, mais aussi et surtout sur le transport en commun, avec une diminution, et ça a été souligné, je sais, dans les présentations précédentes, une diminution importante du service, du service de transport en commun, donc en particulier de la fréquence, même si le service a continué, et c'est un élément important, à fonctionner comme un service public, mais de manière amoindrie, puisque 95% du service était diminué, et donc on se retrouvait avec une fréquence beaucoup moins importante, mais un fonctionnement toujours égal, je pourrais dire, de l'infrastructure elle-même, puisque tout ce qui était accès, éclairage, nettoyage a continué, même un nettoyage encore plus intensif au cours déjà de la période de confinement et qui plus est au moment de la période de déconfinement. Donc un service qui a continué, mais avec une diminution très importante de la fréquence. Et donc évidemment,
évidemment, cela va de soi, de la fréquentation, et donc un déficit d'exploitation quand même très lourd qui pèse aujourd'hui, estimé à l'été dernier, avant le deuxième confinement, environ 2 à 3 milliards d'euros, 2,6 milliards, en gros, l'estimation du déficit d'exploitation. Et donc, évidemment, cela pose la question du portage de ce déficit, et on se rend bien compte que l'un des premiers effets de la pandémie, c'est de fragiliser terriblement la situation des transports en commun. Ce qui n'est pas sans conséquence, même si aujourd'hui il y a une maîtrise évidemment du fonctionnement et de l'exploitation, on voit bien que cela a des effets sur en particulier les perspectives d'investissement, avec des retards sur des projets d'investissement très importants qui sont pourtant absolument indispensables pour améliorer tout le dispositif des transports en commun en Île-de-France, qui déjà accuse un certain retard et n'est pas adapté au niveau de fréquentation qui était celui d'avant la pandémie. Ça a été rappelé, une croissance très importante qui a été soulignée par l'enquête Global Transport, le GT, qui a très bien montré qu'il y avait une forte augmentation de la fréquentation des transports en commun, mais également d'autres modes, mais plus particulièrement du transport en commun, en particulier sur les réseaux d'accès importants aux pôles d'activité, et donc par exemple sur, là je prends l'exemple du RER B parce que c'est celui qui m'est cher entre guillemets, puisque c'est la ligne qui traverse la ville de Cachan, mais on pourrait le prendre sur évidemment d'autres exemples, le D, etc. L'importance donc de maintenir les objectifs d'investissement pour que ces systèmes permettent d'accueillir la croissance de fréquentation qui sur le RER B est à peu près de 2 à 3% par an. Alors, on se dit 2 ou 3% par an, bon, ouais, c'est assez normal, mais le problème c'est qu'au bout de 10 ans, ça veut dire que vous avez un tiers de fréquentation en plus, vous faites comment quand déjà aux heures de pointe, votre système est hyper saturé, où est-ce que vous mettez ce tiers de place en plus? Est-ce que vous pouvez rallonger les rames d'un tiers? Ben non, c'est quand même très compliqué, les infrastructures ne le permettent pas, donc il faut partir sur d'autres modes, et en particulier, les éléments qui sont importants, c'est des semi-automatisations, par exemple, qui peuvent se mettre en place. C'est le cas sur le RER B, qui est très fermement attendu. Et or, avec l'effet de la pandémie, c'est qu'il y a une révision des investissements et qu'un report de ce qu'on appelle Nexteo, qui est le système de semi-automatisation du RER B, qui doit permettre une plus grande absorption des flux, est reporté sans qu'on sache exactement dans quel délai ça va être livré. Tout cela vient décaler, en plus, vient se surajouter avec un retard, sans doute, des livraisons des nouvelles rames qui doivent accompagner ce système d'automatisation, qui sont prévues pour 2025, qui sont un peu plus capacitaires, qui doivent s'élargir, qui doivent, dans la largeur, permettre un peu plus de capacité. Et donc, voilà, c'est un des effets concrets de la pandémie, c'est qu'on se retrouve avec un retard d'investissement sur le transport en commun. Là, je l'ai illustré avec quelques exemples, mais on peut en prendre beaucoup d'autres. Et ce qui a un effet concret, évidemment, sur non seulement la vie quotidienne à venir des métropolitains, des habitants de la métropole parisienne, mais qui plus est sur la capacité d'absorption, on l'espère dans une normalité qui reviendra plus tard, sur les transports en commun. Bon, après, j'avais mis en plus décalage, par exemple, de l'omnibus en petite ceinture du RER B. C'est un travail qui a été mené avec l'équipe de France Mobilité, avec la RATP, avec les associations, d'usagers, et on se rend compte que du fait de la pandémie, il a fallu décaler d'un an cet omnibus, donc c'est une perte en termes de services concrets pour les gens. À la rentrée, ils devaient bénéficier de cet omnibus, ils n'en bénéficient pas, donc c'est un effet concret. Donc tout ça pose la question de la soutenabilité, évidemment, des transports communs en Île-de-France par rapport à la pandémie, et des effets de report sur d'autres modes, ou de retour à d'autres modes. C'est comme l'enquête EGT, ça a été rappelé, montrait une augmentation de la fréquentation des transports en commun et
une diminution de l'usage de l'automobile, là on se rend bien compte avec l'épidémie que cet acquis en quelque sorte eh bien, est en train un peu d'être remis en cause. Alors, on se sent pousser des ailes aux bicyclettes, c'est un effet peut-être de disruption. Sur ce qui concerne Vélib, durant le premier confinement, on a observé, comme partout, hein, évidemment, une forte diminution de l'usage du système, et en plus, on a tourné le dispositif principalement vers les hospitaliers, hein, vers le service hospitalier, c'est-à-dire qu'on fournissait plus, évidemment, les stations qui étaient près des hôpitaux. On avait un dispositif qui accompagnait le possible usage pour se rendre à l'hôpital, en particulier des personnels, puisqu'il y avait une diminution du service de transport en commun. Ça permettait d'avoir une alternative, et en plus sur un service fonctionnant 24 heures sur 24. Après, on observe, comme vous le savez, un développement important de la pratique du vélo post-confinement. D'abord parce que c'est un mode de déplacement qui, par rapport à l'aspect pandémique, en effet, semble plus sûr. C'est-à-dire qu'on craint moins, sans aucun doute, la contamination lorsque l'on est à vélo que par rapport au fait d'être dans les transports en commun. C'est d'autre part, et ça a été souligné, une mise en œuvre importante, visible et forte de ce qu'on a appelé les coronapistes, voilà, qui sont des aménagements en effet de vocation provisoire, mais qui, on le voit, ont sans doute une certaine pérennité. Alors j'entendais en effet que certains aménagements avaient peut-être été mis un peu trop rapidement en œuvre, et que du coup on est revenu parce qu'il y avait des récriminations, généralement plutôt des automobilistes, des effets de bouchons sans aucun doute, et donc voilà. Mais après c'est des problèmes de choix politique, c'est-à-dire de savoir si on a la volonté politique d'assumer cette vélorussion d'aménagement et de partage des espaces publics, un peu dans ce que a fait Paris, qui a été un peu en tête de proue de ce mouvement, qui essaie maintenant une petite couronne, et qui, donc, dans un contexte métropolitain, boosté à la fois par les élections municipales et par la pression de l'opinion publique, a fait que le vélo est venu en première ligne, je dirais, à la sortie du confinement. Et on en a la préfiguration à travers le RERB, qui est projet porté par le collectif. Il vous reste 3 minutes. Hein. Par le collectif Vélo en Ile-de-France. Tout ça aussi porté par l'effet VAE, le fait que le vélo à assistance électrique, évidemment, permette d'aller plus loin et plus confortablement. Alors, retour vers le futur, c'est qu'on voit un retour à la voiture, avec un retour des bouchons, de la pollution, du stress urbain, et on a un peu la peste et le choléra. C'est-à-dire qu'on a à la fois la pollution atmosphérique, c'est 67 000 décès par an selon Santé publique France, dont environ 10 000 sur l'aire métropolitaine, 43% des décès liés aux maladies respiratoires, un tiers... Non, on revient à l'écran, on termine, on fait la Voilà, ok, bon, allez-y. Bien, nous arrivons au bout de notre journée, après-midi, pardon, d'études. On a beaucoup parlé d'hygiénisme. Je rappelle que l'école hygiéniste est née au 19e siècle et s'était transmis de génération en génération avec une formule très simple que vous avez peut-être souvent entendue dans votre vie. Les enfants, lavez-vous les mains, on va passer à table. Et ça reste aujourd'hui, encore une fois, une réponse essentielle dans l'éducation pour l'hygiène. Probablement, le jacobinisme urbanistique devrait un petit peu plus céder la place à l'échelle locale, on en a beaucoup parlé, mais on ne connaît pas encore très bien, dans le monde actuel, l'influence des épidémies sur l'urbanisme futur, compte tenu des 3 éléments qu'Hervé a bien soulignés, retenez-les, l'eau, l'air et la lumière. Et je crois que ça résume toute une problématique du problème. La relation entre la santé et l'environnement est difficile à faire aujourd'hui parce que dans cette phase d'épidémie, nous sommes dans la phase de contrainte et non pas dans la phase de solution. On a entendu beaucoup d'exposés, notamment sur la mobilité, qui sont la continuité, j'allais dire un peu du passé,
je ne sais pas. Si la rupture viendrait de l'épidémie, je n'en sais rien aujourd'hui. On nous a rappelé que, pour faire simple, 70% des Français vivent dans des métropoles et 30% sur 30% du territoire, donc ça veut dire que 30% des Français vivent sur 70% du territoire. Ensuite, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un lien entre l'air pollué et l'épidémie. L'air pur propage aussi le virus. C'est un virus, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un microbe, c'est un virus. La lutte n'est pas tout à fait la même. Dans les transports publics, je peux noter, bravo, notre ami M. Bénard l'a souligné, qu'il y a eu une continuité des services publics. Alors, j'allais dire, quand on ne sait pas quoi dire, dans un exposé, on dit du mal de l'administration et tout le monde est toujours d'accord. Ben non, là, en l'espèce, l'administration a montré que dans des circonstances comme ça, elle savait, je ne parle même pas des soignants, elle savait apporter une continuité. Alors, l'espace public. Umberto Eco, qui nous a quittés il y a 2-3 ans, vous savez, c'est l'auteur du Nom de la Rose, avait publié un article très intéressant, très peu de temps avant sa mort, en disant qu'il se désespérait de la tournure prise par l'occupation des espaces publics qui sont des espaces communs. D'un lieu de partage, disait-il, ça devient un lieu de privilèges successifs. Les vélos, les piétons, les trottinettes, tout ce que vous voulez. Et selon le vieux principe, tout ce qui est à moi est à moi, et tout ce qui est à toi est négociable, on en finit par faire perdre aux citoyens cette notion de partage de l'espace commun. Il faudrait peut-être y revenir, cesser d'opposer les vélos aux voitures, les voitures ou les piétons aux trottinettes, aux rollers, etc. Il faut faire attention à ça. En voulant bien faire, on finit par monter les gens les uns contre les autres, mais ça, c'est un virus vieux comme l'humanité. La marche, j'ai écouté Madame Fort, et j'ai remarqué que sur toutes les photos où les gens marchent, il fait beau. Et je pense qu'il faudrait refaire les statistiques quand il pleut à torrent, quand il fait froid, etc. Oui, la marche est excellente, on a compris, mais je n'ai pas encore vu de lien entre la marche et le virus aujourd'hui, même si c'est bon pour la santé. Pour les sols, on en a parlé, pardon, un dernier mot sur les mobilités. Il est de bon ton de crier à haro sur la voiture. Maintenant, je vois que notre élu est toujours là, posez-vous simplement une question. Je le redis, dans 10 ans, toutes les voitures sont électriques. Il faudra alors revoir les raisonnements, notamment liés à la pollution, etc. Or, gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire oui, que... je me permets juste... Oui. Juste une petite réaction, c'est simplement que sinon c'est pas drôle. L'aspect polluant de l'automobile, mais l'aspect polluant, c'est pas que la pollution atmosphérique, c'est aussi l'occupation d'une grande partie de l'espace public par du matériel, par une tonne de métal ou de plastique pour transporter une personne, ce qui pose une question de partage de l'espace public, et c'est là qu'il faut en effet des choix politiques qui soient clairement assumés. Ok, mais tous les vélos cumulés, combien de tonnes pesticides? Alors, donc, mais il faut faire attention à cette notion, vous avez compris ce que je veux dire dans la philosophie, cette notion de partage qui devient une succession de privilèges. Il faut faire attention au bout d'un moment, un peu retrouver un petit peu la cohésion. Alors les sols, ne pas abuser de l'artificialisation des sols, je crois qu'on l'a trop fait dans les opérations urbanistiques. On a fait des places imperméables aujourd'hui, c'est-à-dire que dans un certain nombre de villes, dès qu'il y a des orages, c'est une catastrophe, c'est-à-dire les sols n'absorbent plus l'eau et tout, il faut repenser à ça, mais j'ai été un peu rassuré en écoutant la Société du Grand Paris. Je crois qu'il faut que les urbanistes reviennent un petit peu là-dessus, c'est pour ça que je permettais de rappeler que nos ancêtres avaient fait des squares pour absorber une partie, pas uniquement pour se promener, hein, c'était aussi pour absorber l'eau de pluie, ils y avaient pensé. Voilà, et personnellement, voilà ce que j'en ai tiré. Chacun tire ce qu'il veut, mais Jean-Michel va dire un petit mot pour conclure. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis de loin, de près, par écran interposé. Merci beaucoup. Bien, mais écoutez, nous arrivons au terme de cet après-midi. Je voulais quand même tout d'abord, avant de conclure, remercier tous nos intervenants. Et si vous pouvez effectivement, pour l'occasion, débrancher ou mettre votre téléphone, n'hésitez pas à les applaudir tout autant qu'ils sont. Voilà. Je voulais également remercier
remercier Alain pour son animation constante cet après-midi et vous dire par ailleurs, comme vous avez été nombreux à poser la question, que toutes les slides seront disponibles sur le site internet. Il suffit que de l'ESPI, il suffit que vous alliez aux pages consacrées au conseil scientifique et de perfectionnement. Enfin, comme certains d'entre vous ont regretté de ne pas pouvoir poser les questions, ou si éventuellement d'ailleurs à l'usage vous avez de nouvelles questions, vous n'hésitez pas non plus à les poser, c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous m'envoyez un mail et je les forwarderai, comme on dit dans le meilleur franglais, à tous nos intervenants. Et en attendant, merci à chacun d'entre eux et merci à chacun d'entre vous pour avoir participé à cet après-midi. Et si vous voulez savoir davantage sur pandémie et forme de la ville, écoutez, notamment sur l'impact des pandémies sur le travail, sur les logements et sur les lieux publics clos, c'est-à-dire si vous préférez les bureaux, les commerces, les parkings, eh bien écoutez, rendez-vous le 25 février pour la deuxième partie de la conférence, toujours avec Alain, que je remercie encore une fois de son animation. Très bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Non, C'est bon, c'est bon. c'est bon. Ah, vous l'avez? Oui, je l'ai fait. En bas. En bas, tu vois, PDF. PDF ou PDF. C'est quelle présentation? Le nom du fichier, si vous Comment voulez. s'appelle le nom de la présentation, Jean-Michel? Alors, ça doit... Alors, le nom du fichier, ça c'est une bonne question. Il doit y avoir la date d'aujourd'hui déjà, ça c'est sûr, je vais tout dans la date. Codir. Alors, attendez, que je vous retrouve le temps. C'est Codir. C'est pas ça, rien à voir. Ah non. Ça doit être 2020 12-10, conférence Voilà. ESP pandémie. C'est ça, Non. peut-être? Non, c'est pas ça. Ok, alors, je vous trouve. Conférence. Celui-là d'autre, oui. Je vais regarder. Alors, Parce que j'essaye de... c'est conf ESPI pandémie, c'est ça? Non. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est celle-là. C'est celui-ci, en violet? Oui. Voilà. Ok, alors 2 petites secondes, juste le temps de remettre sur Teams. Elle est là. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste en mode lecture. Oh là là, désolé. En mode lecture, affichage. C'est pas mal. Voilà. En principe, c'est bon. Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie d'abord de m'avoir convié à cette conférence. Je suis donc Samuel Bénard, maire adjoint à Cachan en charge du développement urbain et métropolitain, des grands projets et des espaces publics. Et je suis en effet par ailleurs vice-président au syndicat mixte Autolib-Vélib, qui est toujours Autolib le temps que les choses se règlent. Qui a un effet de causalité dans les différents départements français, mais pour prouver qu'il y aurait un effet de corrélation, eh bien, il faudrait réaliser un modèle beaucoup plus poussé, un modèle où on utiliserait des méthodes d'économétrie spatiale très sophistiquées pour essayer de prouver cette corrélation et non plus cette causalité, en prenant bien évidemment en compte des variables aussi bien démographiques, structurelles, des variables qui pourraient déterminer la propagation du virus au niveau communal et non plus départemental. Je vous remercie. Vous mettez, Alors, tout de suite, hop. Voilà, monsieur Béchat, c'est bon. Voilà. Oui, c'est moi.
je reviens parce que nous allons passer maintenant au problème de la mobilité, traduisez les transports, le système de transport et les incidences. Mais en toute dernière partie, nous reviendrons sur ce problème d'urbanisme, lié à la propagation du virus, parce que notre intervenant, professeur à l'Institut de santé globale de Barcelone, ne sera disponible qu'en fin de journée. Donc, nous sommes heureux d'accueillir Madame Lopez Azevedo. Non, pardon. Je maintiens que c'est bien Madame Lopez Azevedo. Oui, oui. Non, mais voilà, oui. Non, mais je ne sais pas si vous avez vu, Madame, on a cherché à prendre votre place. Venez, venez, c'est vous qui prenez la mienne, en fait. Voilà. Ah, ça risque.